Bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que la vie est belle, que mon petit sujet historique la dernière fois vous a plu. Je sais que vu les commentaires, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui ont apprécié et j'en suis ravie. J'en referai d'autres de temps en temps, histoire de raconter des petits moments de la grande histoire. Enfin bon, D'Artagnan et Fouquet, c'était quand même très particulier. Alors aujourd'hui, bon, on va revenir aux bonnes vieilles habitudes, parce que je sais qu'il y en a qui n'attendent que ça. Donc on va parler d'extraterrestres. Alors d'habitude, je parle des très gentils extraterrestres, bienveillants, en règle générale, à quelques exceptions près, parce que quand je parle du Brésil, là, c'est plus compliqué. Et donc, j'ai une habitude de présenter des aliens sympathiques. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Ça va être un petit peu différent. Pourquoi? Parce que je vais vous parler des enlèvements de jumeaux humains identiques par des espèces extraterrestres qui sont les espèces abductrices, si je puis dire. Et vous allez voir que c'est pas forcément rigolo. Voilà. Donc les jumeaux, ils ont toujours fasciné les humains, en particulier lorsqu'ils sont d'apparence identique. Apparemment, c'est la même chose avec les extraterrestres. Vous voyez, ils aiment bien les enlever et en général, ensemble. Bon, c'est vrai que les jumeaux, c'est fascinant, surtout quand ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et puis, bon, ils ont des méthodes de communication qui sont particulières. C'est comme s'ils se comprenaient sans se parler. On a vu des jumeaux séparés pendant des années parce qu'ils avaient été placés dans une famille d'accueil. Ils ont eu un même chemin de vie. Donc, c'est intéressant. Et évidemment, pour des espèces qui, à mon avis, cherchent à faire des expériences, non pas seulement à nous observer, mais à se servir de nous, c'est assez fascinant. Voilà. Alors, la première dont je vais vous parler, c'est un cas d'abduction de jumeaux qui s'est passé dans l'État du Maine, aux États-Unis, dans les années 70. C'est un cas de référence, si je peux dire ça comme ça. Et vous allez voir que c'est assez spécial. Au mois d'août 1976, quatre étudiants en art de Boston, qui sont âgés d'une vingtaine d'années, ont décidé d'aller passer leurs vacances d'été durant quelques jours dans l'État du Maine et plus exactement dans la région de d'Allagash. Et alors, il y a tout un système de rivières et de lacs que l'on peut remonter en canoë et c'est absolument magnifique parce que ça se trouve dans une nature sauvage absolument exceptionnelle. Donc, c'est un endroit de rêve. Le groupe d'amis est composé de jumeaux identiques. Il y en a deux jumeaux qui s'appellent Jacques et Jim Venner. Et ils partent avec deux autres amis qui s'appellent Charlie Foltz et Chakra. Donc ces quatre-là qui étudient en même temps l'art à Boston se connaissent bien, ils s'entendent bien, tout va bien. Le jeudi 26 août, alors qu'ils sont déjà partis depuis quelques jours, en début de soirée, les quatre jeunes gens ont atteint le Legal Lake, donc le lac de l'Aigle, et ils vont installer leur campement sur l'une des rives des baies, et puis ils se sont dit, tiens, on va pêcher la truite la nuit, parce qu'il y a des truites dans cette rivière-là. Et comme la nuit est très sombre, dans cet endroit perdu, avant d'embarquer, ils ont pris la précaution d'allumer un immense feu de bois afin de pouvoir retrouver facilement leur campement. Ils verront ça de la rive, parce qu'il fait vraiment nuit noire, il n'y a pas de lampadaire ni de ville à proximité, hein. Et alors que leur partie de pêche vient à peine de débuter, Chuck Rack, qui est l'un des quatre amis, a soudain l'étrange sensation d'être observé. Par réflexe, il se retourne et ce qu'il voit va le sidérer. Il s'agit d'une grande sphère qui brille de 1000 feux et qui plane à peu près 60 ou 90 mètres d'altitude au-dessus d'une rive qui est au sud-est de la baie. Le spectacle est magnifique à voir puisque ses lumières sont multicolores. Tous diront que cette sphère, qui était environ d'un diamètre de 25 mètres, n'émettait aucun son et qu'elle restait absolument immobile. Passablement sidéré, Chuck Rag va hurler à ses copains qui sont derrière eux et qui ne l'ont pas encore vu, de se retourner pour voir. Et là, tous vont voir cette énorme sphère qui plane au-dessus des arbres et qui illumine tellement qu'on voit les arbres qu'en plein jour, hein. Et au fur et à mesure que leurs yeux vont s'adapter à la luminosité, ils vont remarquer un curieux mouvement gyroscopique à la surface de la sphère. C'était comme s'il y avait des courants d'énergie qui se croisaient au niveau de son équateur, donc, hein, et puis qui montaient de haut en bas et descendaient de haut en bas. C'est assez curieux.
À un moment, la sphère va sembler se diviser en quatre parties qui oscillent dans la vive lumière colorée. C'est assez particulier. Et dans certaines des parties où les couleurs varient, la lumière a l'air liquide. Ça n'a pas l'air d'être solide, ça a l'air d'être liquide. Et la sphère en son entier semble habitée par un mouvement plasmatique quand même assez intense. Jim Venner, un des jumeaux, dirait que ça ressemblait à un soleil en miniature, que c'était extrêmement brillant, que ça semblait tourbillonner, que ça éclairait la cime des arbres et qu'on distinguait toute la nature comme en plein jour, hein. Et c'est à ce moment qu'il y en a un des quatre qui va avoir une idée pas terrible. Il s'appelle Charlie Fault, c'est le quatrième ami. Et lui, il prend sa lampe torche et il fait des SOS. Coucou, on est là, genre du morse, au secours, au secours. Et là, son signal lumineux apparemment va être reçu 5 sur 5, puisque ça va faire réagir la sphère. Et alors qu'elle était en train de s'élever, peut-être pour s'éloigner, bah, elle va immédiatement stopper son élévation. Elle va changer de cap et elle va se diriger vers eux. Et là, c'est plus aussi rigolo qu'avant. Simultanément, elle va émettre un faisceau de lumière de forme tubulaire qui va aller frapper l'eau sombre du lac. Et les étudiants vont être sidérés quand ils vont voir que le rayon dessine un cercle à la surface de l'eau. Ça fait comme un anneau très lumineux. Et on voit au milieu le lac sombre. Ils vont en déduire que le faisceau est creux. Et ils sont assez intrigués quand même. Donc, ils vont pas être intrigués longtemps parce qu'ils vont très vite paniquer parce que voilà que ça s'avance assez vite pour se rapprocher du canoë. Et là, quand ils comprennent que ça risque de faire quelque chose de bizarre, ils vont se mettre à pagayer comme des dingues pour essayer de rejoindre la rive et échapper à ce rayon qui les poursuit. Bon, ça sera peine perdue, hein, parce que le rayon va les rattraper, va les envelopper littéralement, et ensuite, il s'est rien passé de précis. Ils vont arriver à la rive, mais ils vont donner des discours par la suite un petit peu différents. Il y en a quand ils ont des souvenirs conscients, parce que vous allez voir que faudra les mettre sous hypnose pour qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé. Alors pour sa part, Charlie Faults va dire: «Moi j'ai ramé comme un fou pour rejoindre la terre ferme. On a atteint le rivage et on a vu la sphère qui flottait au-dessus du lac qui s'était arrêtée.» Chad Crack, lui, va dire qu'il est resté à bord du canoë après avoir atteint le rivage. Les autres ont débarqué tout de suite du bateau, mais pas lui. Il était tellement sidéré qu'il avait toujours sa pagaie à la main et il était comme hypnotisé, donc il regardait et il bougeait plus. Voilà. Les jumeaux Jim et non, Jim et Jack, pardon, ont des souvenirs plus précis de l'incident. Jack va dire: c'était juste derrière nous et je pouvais voir que nous n'allions jamais réussir à dépasser le faisceau. Il avançait bien trop vite et je me souviens de m'être dit: on ne s'en sortira jamais. Puis sans transition, il va se souvenir avoir débarqué du canoë, tout en ne perdant pas de vue la sphère qui plane maintenant à 20 ou 30 pieds, ça fait 6 à 9 mètres au-dessus de l'eau. Depuis sa base, il voit toujours le faisceau de lumière. Et d'après Jack, elle semblait comme posée sur ce faisceau. On aurait dit un pilier solide. Les quatre amis l'auront vu immobile, dans un silence absolu au-dessus des eaux du lac, pour un temps, un timing qu'ils estimeront à 4 ou 5 minutes. Et puis soudain, le faisceau va se retourner vers le ciel, l'engin va commencer à s'élever et s'éloigner en direction du sud-est, puis tout à coup, il va foncer et piouf, il n'y aura plus rien. Jim Venner, l'un des jumeaux, dira que c'était inévitable que le faisceau rattrape le canoë. Il se souviendra d'être resté sur la rive du lac à regarder la sphère en train de planer au-dessus de l'eau, à peu près à 50-75 mètres d'eux, pardon. Et puis soudain, son faisceau s'est retourné vers le ciel et plouf, il l'a vu partir comme les autres. Il dit: et puis tout à coup, ça s'est envolé très très vite. En quelques secondes, c'était comme une étoile, juste une autre lumière dans le ciel. Puis il dira: nous semblions tous être en état de choc, nous étions juste là, incapables de bouger et de parler. Lorsque l'étrange effet anesthésiant qui les a envahis va se dissiper, Chuck Rack va se décider à débarquer du canoë et rejoindre les autres qui sont alors en train de marcher vers le feu d'un pas tranquille. Et lui, il a remarqué une chose qui est tout à fait
pas ordinaire, et puis les autres aussi d'ailleurs en débarquant du canot, c'est que quand ils ont débarqué du canot, le feu était grand, grand feu de joie encore, c'est logique puisque ça devait tenir 2 ou 3 heures. Et puis quand ils vont se mettre à marcher pour atteindre la rive, et ben là, c'est plus pareil. Ils vont tomber sur un feu qui est fumant. Il n'y a plus que des charbons vaguement incandescents. Donc, ils comprennent pas du tout ce qui a pu se passer. Ils ne comprennent pas. Et pendant des années, ils vont se poser des questions. Et Jim déclarera des années plus tard aux enquêteurs du MUFON, avec lesquels ils vont être en relation à un certain moment: quand nous sommes partis pêcher, nous avons entassé de très grosses bûches pour qu'elles brûlent durant 2 ou 3 bonnes heures. Or, l'incident en tout et pour tout n'a duré que 15 ou 20 minutes. Donc, que s'est-il passé? Comment est-ce possible? Et oui, comment expliquer qu'en si peu de temps, eh bien, le feu de joie avec des bûches qui étaient comme ça, ait pu se consumer? On ne sait pas. Et comme le rappellera Chuck Rack, comment expliquer aussi qu'après un truc pareil, après qu'ils aient regagné leur campement et le feu à moitié éteint, eh ben, ils n'aient pas discuté entre eux, pas du tout. Et ça, c'est un truc qui est déjà vu, hein. Il dira: ce qui est inhabituel, c'est que nous ne sommes pas restés éveillés pendant des heures pour discuter de cette chose. Nous nous sentions juste très fatigués et voulions aller nous coucher. Le lendemain matin, nous sommes levés et nous avons rassemblé notre matériel de camping. Puis nous avons pagayé jusqu'à notre prochain lieu de campement, comme si de rien n'était. Ce que Jim Venner a déclaré lors de l'enquête ufologique mérite d'être souligné. Il a dit en effet que lors du 2e jour de leur périple sur la rivière Allagash, avant que ne se produise le surlendemain l'événement dont je viens de vous parler, il avait déjà remarqué la présence d'un objet lumineux dans le ciel. Il l'avait observé à la jumelle pendant 15 à 30 secondes, puis tout à coup, il l'avait vu clignoter, et puis ça avait disparu comme ça dans le ciel. Et il avait trouvé ça étrange sur le moment, mais il n'en avait pas trop parlé. Chuck Rack, qui a vu la sphère aussi, il dirait la même chose, qu'il a vu cette sphère 2 jours plus tôt avant qu'on voit la deuxième, qui les a quand même terrifiés, on peut bien le dire, hein. Donc, ce qu'ils vont relater dans un premier temps aux enquêteurs du MUFON va se limiter à des souvenirs conscients. Et lorsqu'ils se soumettront plus tard à des régressions hypnotiques, ils vont découvrir ce qu'ils ont réellement vécu et qu'ils ont évidemment oublié comme ça arrive d'habitude, hein. En effet, pas un n'a gardé le moindre souvenir de ce qui a pu se passer entre le moment où le faisceau a rattrapé leur canoë et celui où ils ont réalisé sur la plage que le grand feu de joie qu'ils avaient allumé était quasiment éteint. Et ça va rester un grand sujet de réflexion pendant des années, jusqu'à ce qu'ils parlent au MUFON. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que ce qui va provoquer d'ailleurs un rapprochement avec des ufologues. Quelques années après cet incident, qui a donc eu lieu en 1976, Jim va être blessé à la tête et ça va avoir des graves conséquences pour lui, puisqu'il va souffrir dès ce moment d'épilepsie temporo-limbique. Ça veut dire que c'est une affection cérébrale chronique qui provoque des convulsions des lobes temporaux, et ces convulsions sont susceptibles de provoquer des hallucinations. Et comme les médecins qu'il traite lui ont demandé de signaler toute expérience inhabituelle qui pourrait être symptomatique de son état, il va leur décrire les expériences étranges que lui et ses amis ont vécues des années plus tôt avec cet ovni. Il leur dira ainsi avoir souvent été réveillé en pleine nuit et avoir aperçu des créatures étranges dans sa chambre. Il leur expliquera aussi s'être retrouvé en train de léviter au-dessus de son lit, avoir souffert de paralysie temporaire pendant que quelque chose était fait à ses organes génitaux. Et bien entendu, il finira par évoquer la rencontre approchée de l'été 76 en s'étonnant de la période du temps manquant, hein. Et il se trouve que les médecins de Jim, qui semblaient être au courant de certaines choses et qui n'avaient pas l'esprit fermé, vont lui conseiller de se mettre en rapport avec des ufologues. Ils pensaient en effet que tous pourraient bien avoir été approchés par ces fameux extraterrestres et abductés par des ovnis, hein. Et c'est ainsi qu'en 88, Jim Vienner va assister à une conférence donnée à Boston par un homme qui n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Raymond Fowler, qui est le directeur des enquêtes du MUFON aux USA. Et à cette occasion, il va pouvoir, après la conférence, parler un petit peu avec lui. Ils se reverront par la suite et Fowler lui suggérera alors de se soumettre
à des séances d'hypnose régressive avec les autres. Et en janvier 89, un investigateur du MUFON va donc commencer à mener l'enquête avec le concours de David Webb, qui est un homme qui dans la vie est physicien solaire, et un hypnotiseur qui travaille à Beverly Hills et qui s'appelle Anthony Constantino. Et ce dernier, cet hypnotiseur, va déclarer que les régressions qu'il a menées avec les 4 amis ont constitué pour lui une expérience intense, certainement la plus intense qu'il a eu à vivre en tant qu'hypnotiseur. Il va dire qu'à certains moments, les voix des hypnotisés changeaient, on sentait qu'ils étaient vraiment terrorisés, en particulier lorsque leurs ravisseurs introduisaient des instruments dans leur corps, ce qu'on peut comprendre. Cette enquête a été menée de façon extrêmement minutieuse, méticuleuse, pendant 2 ans. Tous les amis vont coopérer, s'impliquer dans cette enquête, vont être entendus, vont être testés. Il est apparu évidemment que la période de missing time dont ils avaient été les victimes devait être travaillée par la voie de l'hypnose régressive, et c'est ce qui va être fait. Et c'est là qu'on va découvrir que manifestement, le point de départ de l'amnésie était le moment où le faisceau de lumière a rattrapé leur canoë, et on va voir ce qui va se passer après. Donc ils vont revivre dans ces instants-là, sous hypnose, des expériences, cette expérience qui a été extrêmement traumatisante, et vous allez voir que c'est pas évident. Tous vivront leur transfert du canoë jusqu'à l'OVNI dans le faisceau de lumière en forme de tube creux. Ils vont se voir monter. Ils découvriront qu'une fois à bord, ils ont rencontré d'étranges créatures humanoïdes grises qui ont exercé immédiatement sur eux un contrôle psychique afin qu'ils ne puissent pas résister à tout ce qu'on leur demandait. Chacun des jumeaux vénères dira ce qu'il a éprouvé lorsqu'il s'est retrouvé dans le vaisseau face à ses ravisseurs. Jim va dire « ils ne savent pas quoi faire, je crois qu'ils pensent que je vais venir vers eux. Je sens que je le veux, mais le premier qui s'approche de moi, je vais l'étrangler. J'aime pas ces choses, je me fiche d'où ils viennent, ils ne devraient pas faire ça aux gens. » Ça, c'est les traductions de l'hypnose. Quant à Jack, il va dire « ils sont juste là. Leur visage est face à mon visage, je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas savoir ce qu'ils veulent. Ils disent des choses. Dans ma tête, ils disent « n'aie pas peur ». Ils disent « fais ce que nous demandons, fais simplement ce que nous demandons ». Chuck Rack se plaindra d'avoir eu beaucoup de mal, lui, par contre, à se rappeler et à se concentrer sur les extraterrestres. Durant l'hypnose, eh bien, à chaque fois qu'il essaye de les voir, il n'y arrive pas. C'est comme s'il y avait un blocage, quelque chose qui se mettait devant ses yeux, il ne peut rien voir. Donc quand il voudra les dessiner par la suite, parce que tous dessineront, ce sont des artistes, ne l'oublions pas, eh bien il n'arrivera jamais à dessiner ces fameux extraterrestres, puisque tous ses souvenirs, quand il s'agit des êtres, sont comme floutés. Impossible pour lui de dessiner quoi que ce soit. En fait, il était le seul du groupe à avoir des difficultés de cette nature. Il n'a pas réussi vraiment à se remémorer tous les épisodes de l'abduction, tous les détails. Alors peut-être qu'il a été un peu plus impacté que les autres par le système d'effacement des mémoires qu'ils savent très bien faire sur les gens. D'après Raymond Fowler, en tout cas, cet échec a passablement énervé Chuck Rack et ça va causer des conséquences quelques années plus tard, puisque j'en reparlerai à la fin. Toujours est-il qu'il ressort tout de même des révélations faites sous hypnose par les uns et des autres, qu'ils se sont tous retrouvés dans un espace éclairé par une lumière blanche diffuse. Là, ils ont reçu l'ordre de se déshabiller, de s'asseoir sur un banc qui semblait être fait de matière plastique. Et après avoir procédé à l'examen de leurs yeux et de leur bouche à l'aide d'une tige en forme de crayon, qui était équipée au bout d'une petite loupiote, eh bien les grilles les ont placés sur un appareillage qui ressemblait à une sorte de harnais, ils leur ont fait faire des mouvements des jambes et des bras, bon. Et puis ensuite, ils ont été transférés dans une salle qui, d'après Chuck Rack, ressemblait à une salle d'examen de vétérinaire équipée d'une table de métal argenté. Fols dira c'était comme un cabinet de médecin, c'est froid comme un cabinet de médecin. Ils ont dû chacun à leur tour s'allonger sur cette fichue table, ont été examinés à l'aide de divers étranges instruments portatifs. On a fait descendre au-dessus d'eux d'autres appareils. Et comme le précisera Charles Foltz lors d'une régression, il pose un panneau sur ma poitrine, ensuite il gratte vos bras et votre poitrine, vos jambes et vos cuisses. Nous ne devrions pas être ici. Je continue de penser, je veux retourner dans le canoë. Et durant cette partie de l'examen,
Les entités extraterrestres ont prélevé sur chacun des garçons des échantillons de salive, de raclures de peau, de sang, d'excréments, d'urine, de sperme, bien évidemment. Et tous, bien évidemment aussi, ont ultra mal vécu cette expérience qui est extrêmement traumatisante. Voilà. Après cela, bah, les créatures leur ont demandé de se rhabiller. On les a entraînés dans une autre pièce. Il y avait une porte ronde dans cette pièce. Leurs ravisseurs les ont fait s'aligner en rang et leur ont dit, bah, maintenant, vous passez par la porte. Et là, ça a été très curieux. Ils ont tous éprouvé des sensations extrêmement étranges qui leur traversaient le corps et ils se sont retrouvés à flotter dans le faisceau de lumière qui va les ramener jusqu'au canoë, qui dérive, lui, pas très loin de la rive. Et ils vont constater que la lumière tubulaire dans laquelle ils étaient en train de descendre semblait maintenir le canot stable. C'est comme si ça l'avait bloqué pour plus qu'il dérive. Les grilles qui sont descendues avec eux vont les installer dans le canot, dans la position où ils étaient avant, si bien quand ils vont réouvrir l'œil et reprendre conscience, bah, pour eux, rien n'a changé. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Donc ces régressions hypnotiques ont permis aux jumeaux de découvrir qu'ils ont aussi reçu, hélas, de nombreuses visites nocturnes depuis leur petite enfance et des détails saisissants vont leur revenir en mémoire. Les 4 amis ont été entendus par des psychiatres qui les ont étudiés de près pour voir s'ils étaient sains d'esprit et pas divagants. Ils vont d'ailleurs les déclarer sains d'esprit, et puis ils vont passer au détecteur de mensonges. Voilà. Et le détecteur de mensonges ne va déceler aucune affabulation, aucun mensonge de leur part. Ils disent la vérité. Donc, alors, les jumeaux, ils ont été traités de manière spécifique, si je puis dire. Les 2 autres n'ont pas eu d'abduction ni avant ni après. Ils étaient là, à mon avis, fortuitement. Ce qui intéressait les abducteurs, eh bien, c'était les jumeaux. Et après cette expérience marquante, bah, faut savoir qu'ils ont été parler à la famille, aux amis et tout. Ils se sont fait jeter. Personne ne les a crus. Ils n'ont donc pas insisté, ce d'autant qu'à ce moment, un doute a étrangement germé dans leur tête. Et ils se sont dit, mais si on avait... Qu'est-ce qui nous a pris, quoi? Est-ce que c'est réellement arrivé? Donc c'est à cette période qu'ils vont aussi commencer à faire des rêves récurrents très angoissants. Jack Venner confiera aux enquêteurs du Muffin que ses rêves relevaient pour lui du cauchemar, qu'il a osé en parler à personne, si ce n'est à son épouse Mary. Voilà ce qu'il commence à dire aux enquêteurs du Muffin. Je commençais à faire des cauchemars vraiment terribles que je ne pouvais expliquer. Je me retrouvais dans une pièce très éclairée. Je n'avais aucune idée d'où j'étais, ni pourquoi j'étais là. À ma gauche, je pouvais voir mon frère Jim, Chuck Rack et Charles Foltz, assis sur une sorte de banc, et ils étaient tout nus. Je me demandais pourquoi ils ne m'aidaient pas, parce que j'avais vraiment le sentiment d'être en danger. Pendant que je me posais des questions, j'ai remarqué cette silhouette, ou plutôt une ombre, émergeant d'une lumière vive qui brillait devant moi. Je me suis réveillée en sueur et en respirant fort dans un état de terreur et de choc. Il précisera ensuite que durant ses rêves, il va être confronté souvent à des êtres à grosse tête, à long cou, et qui examinent systématiquement son corps avec attention. Ces créatures qui se penchaient sur lui avaient de grands yeux noirs, dénués de paupières, qui étaient étincelants comme du métal, dira-t-il. Leurs mains étaient dotées de 4 doigts et ça s'est terminé comme des pattes d'insectes, dira-t-il. Et dans le même temps, les 4 amis, après cet événement-là, vont faire des cauchemars. Jim avouera avoir été hanté à cette époque par les mêmes cauchemars que ceux que faisait son jumeau Jack. Et, il y avait toujours dans certains éléments du rêve des choses qui étaient identiques. Ils voyaient les mêmes créatures et puis ils se sentaient impuissants de la même façon. Ils avaient le sentiment d'avoir été violés quand ils se réveillaient le matin et ils n'étaient pas très très bien dans leur peau, évidemment. Et très vite, ils vont se demander, ils ont mis un petit peu de temps quand même à se demander ça, ce qui est un peu bizarre, parce que moi j'aurais fait le rapprochement tout de suite, mais ils vont se demander si ces rêves bizarres qui continuent de faire après, avant de voir les jours du Muffin, évidemment, c'est pas lié à cette fameuse abduction de l'été 76. Et puis, il faut savoir qu'au cours de l'enquête du Muffin, va y avoir un événement assez marquant qui va se produire. Jack Venner et sa femme Mary vont être abductés. Il va y avoir une grosse abduction à ce moment-là.
Ils ont une maison qui se trouve dans le Vermont, dans la petite ville de Townshend. Et dans la nuit du 20 mai 88, Jack est réveillé par son chien qui gratte à la porte, manifestement parce qu'il a envie de sortir. Donc, il se lève, il descend à la cuisine. Dans la cuisine, il voit une lueur bleue qui filtre à travers la vitre de la fenêtre et qui éclaire tout l'intérieur. Alors, il sort pour voir de quoi il s'agit. Et là, il va voir un immense objet lumineux qui plane au-dessus d'un champ voisin. Et quand il voit ça, le chien est sorti, il le rappelle aussitôt. Et voilà. Pour lui, ça s'arrête là. En se réveillant le matin, il se dit bah, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et puis il se dit c'est un rêve, oui, oui, j'ai dû rêver. Et puis bah, sous hypnose, on va découvrir que c'est pas du tout un rêve. Voilà ce qui s'est passé. Il va revivre son enlèvement et à sa grande stupeur, il va découvrir que son épouse Mary pourrait bien avoir elle aussi été abductée à ce moment-là. Donc, on va mettre Mary sous régression hypnotique et elle va se souvenir, elle, d'avoir vu dans la chambre des cerfs avec des grands yeux. Tiens donc, John Mack en avait parlé dans son premier livre, de ces transformistes qui prennent parfois l'apparence d'animaux aux grands yeux pour mieux se faire oublier. Voilà. Donc, ça n'a pas été plus loin pour elle. Elle ne pourra pas en dire plus, probablement parce qu'elle a une mémoire bloquée. En tout cas, on n'en saura pas plus. Jack, quant à lui, va dire qu'il a commencé par voir une lumière bleue qui éclairait la cuisine, donc ça, il s'en souvenait consciemment. Et comme ça venait de la fenêtre, bah, il s'est étonné, il s'est dit que ça devait pas être la lune, puis il regarde à travers la fenêtre, et puis il voit cette lumière très vive et très bleue qui brille au-dessus d'un engin qui est posé dans un champ voisin. Il va hurler pour réveiller sa femme, et sans attendre, il va sortir. Il sort pour aller voir de quoi il s'agit. Donc là, jusqu'ici, c'est les choses dont il se souvenait. Mais là, après, c'est plus pareil. Il va se mettre à courir vers cette lumière qui est dans le champ, et lorsqu'il va voir que son chien l'a suivi et qu'il court à ses côtés, il va faire aussitôt demi-tour et le ramener à la maison. Et au moment de ressortir pour repartir vers le champ, une pensée s'impose à lui, et il dit « je ne veux pas faire ça ». Dans sa tête, c'est « je ne veux pas faire ça ». Et à partir de là, il va s'interdire de regarder la lumière, il va monter se coucher. Une fois au lit, il a de nouveau pensé « je ne veux pas faire ça, pourquoi est-ce qu'ils sont ici maintenant ?» Et là, il a très peur au point de se recouvrir la tête avec les couvertures. Et il a fait la même chose pour sa femme qui dormait comme un plan. Et sous les couvertures, il tremble, parce qu'il sait, il sent qu'il y a quelque chose dans la maison, qu'ils sont là, et il n'arrête pas de dire « oh mon Dieu, pourquoi ils sont là, je ne veux pas que ça arrive ». Et c'est alors qu'il va sentir qu'on touche les couvertures. Et ce quelque chose va rabaisser les couvertures. Il a compris que son sentiment était juste, ils étaient bien là, postés, juste à côté de son lit. Il va voir les grands yeux, la grosse tête dans la pénombre un peu éclairée par un rayon de lumière qui filtre de dessous la porte. Et quand cette porte va enfin s'ouvrir, eh bien, il veut pas voir, il se remet les couvertures au-dessus de la tête. Alors, il a juste le temps d'apercevoir un être à grosse tête qui était de l'autre côté du lit, à côté de sa femme. Il aurait bien voulu faire quelque chose, mais c'était impossible. Il avait le cerveau sous leur contrôle. Il n'était pas libre de ses faits et gestes. Il savait que la lumière qu'il avait vue dans le champ l'attendait là-bas et que ces êtres voulaient qu'il la rejoigne. Donc, elles vont le faire se lever du lit. Il va voir à ce moment que sa femme est déjà debout. Le chien, lui, est dans la chambre. Il bouge pas, il regarde, mais il ne dit rien. Il bouge pas. Ils vont sortir de la maison, ils vont marcher vers le champ voisin qui est tout illuminé de bleu. Jack dira avoir eu une curieuse impression, il avait l'impression de flotter. Ses pieds touchaient le sol, mais en même temps ne répondait pas à ses ordres. C'est comme s'il ne marchait pas volontairement. Il n'avait pas les commandes. C'est très curieux. Enfin bon. Jack et Mary ont été dirigés jusqu'à l'imposant objet lumineux qui était de la taille d'une maison, donc c'est pas un petit truc, hein. Et ça paraissait comme posé cette fois sur la lumière bleue qui enveloppait sa base. Et puis autour de l'objet, eh bien ça changeait de couleur, ça allait du blanc au jaune en passant par l'orange, le violet pour revenir au blanc. Et il y avait un silence mais profond. L'air était rempli d'une odeur âcre, ça sentait l'ozone, et il n'y avait pas un bruit dans la forêt. Rien, ça c'est connu. Donc le couple a été contraint de marcher jusqu'à la lumière bleue. Instantanément, ils se sont retrouvés à l'intérieur de l'engin. À ce moment, Mary a été séparée de Jack et lui, il pense qu'elle a dû avoir des examens qui sont à peu près similaires aux siens parce qu'il avait subi en tout cas 12 ans plus tôt. Et après l'examen, Mary a rejoint Jack. Ils ont flotté
au-dessus de la pelouse. C'était un peu curieux. Et ils ont rejoint leur maison comme ça. Ils sont passés comme par enchantement à travers la porte. Bah oui, tant qu'à faire, porte fermée évidemment. Ils vont se retrouver dans leur chambre, ils se mettent au lit et ils sentent tellement que bah, ils vont dormir. Voilà. Alors cette abduction, elle a laissé des traces physiques sur le corps de Jack sous la forme de brûlures, sous la plante des pieds. Et il a également retrouvé une marque en forme de cuillère, ce qui est un classique. Ces formes-là, on les retrouve chez beaucoup d'abductés par des gris, juste au-dessus de la cheville, qui lui a fait penser comme si on lui avait retiré quelque chose, une biopsie, vous voyez. Et il avait déjà remarqué, lorsqu'il avait été enlevé une précédente fois, une marque similaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous allez voir cette marque, elle était placée juste au-dessus de la cicatrice laissée par une opération au-dessus de sa cheville, vous voyez. Il avait subi à ce moment-là l'ablation d'une masse normale qui était apparue. Non, c'était pas sur sa cheville, c'était sur son tibia. Donc, qui était apparue sur son tibia plusieurs années auparavant. Un matin, il s'est réveillé avec ça. Donc, il était voir le docteur. Et le docteur lui a dit, bon, écoutez, c'est un kyste, je vais essayer de vous le drainer. Et puis, il n'est pas arrivé, donc il lui a dit, il faut que vous fassiez enlever ça par un chirurgien. Donc, bah, c'est ce qu'il va faire. Il va se faire extraire son bazar par le chirurgien. Et Jack va apprendre par la suite que les pathologistes qui ont examiné le kyste, le contenu du kyste, vont dire que bah, ils savent pas ce que c'est. Donc, ils vont transmettre ça à d'autres pathologistes au Center for Disease Control d'Atlanta, c'est en Géorgie, pour une analyse plus approfondie, parce que là, ce sont des gens qui sont peut-être plus équipés. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque les enquêteurs du MUFON vont consulter les dossiers médicaux de Jack, ils vont découvrir avec surprise que le prélèvement a été transmis ensuite par le centre d'Atlanta à des pathologistes militaires qui ont tout expédié à Washington. Et c'est à Washington que c'est un colonel de l'US Air Force va prendre les choses en main. Alors, évidemment, les enquêteurs de MUFON vont faire des pieds et des mains pour obtenir la coopération du chirurgien qui a enlevé la chose du tibia de Jack. Celui-là restera muet comme une carpe. On a dû le prévenir qu'il n'avait pas intérêt à parler. Donc, ils ne sauront absolument pas du tout ce qu'il a extrait du tibia de Jack. Et durant leur régression sous hypnose, les jumeaux vénères ont découvert qu'ils n'étaient pas abductés depuis la veille au soir, hein. Ça durait depuis l'enfance, depuis leur plus jeune âge. À plusieurs reprises, des créatures étaient venues les chercher dans leur chambre pour les emmener à bord d'un vaisseau qui stationnait au-dessus de leur maison. Sous hypnose, ils ont donné des détails, et les détails qu'ils ont dit, évidemment, séparément, hein, puisque les hypnoses étaient séparées, eh bien, étaient absolument similaires. Et en août 2016, soit 40 ans plus tard, quasiment jour pour jour, voilà que Chuck Rack va faire le buzz en déclarant que cette histoire de missing time et d'abduction était une pure invention de la part des 4 copains. Il n'a pas remis en cause l'observation d'OVNI par contre, hein, il a juste parlé du temps manquant. Et il va clamer à tout ce qui peut l'entendre, la presse en particulier, que tous avaient pris de la drogue ce soir-là, qu'ils étaient défoncés, et que, en fait, l'idée leur avait pris de raconter cette histoire farfelue pour gagner de l'argent. Donc les jumeaux Vénère et Charlie Foltz vont se faire sauter dessus par les journalistes et ils vont dire mais non pas du tout, on a réellement vu ça, on a vraiment vécu ça et Chuck Rack raconte absolument n'importe quoi. On n'a jamais bu et on n'était pas drogués, on avait emmené 8 packs, vous savez les petits machins de bière là, pour tout le voyage et c'est tout ce qu'on a bu. Donc, et ce soir-là, on n'avait pas bu du tout, parce qu'on était fatigués, on allait à la pêche, voilà quoi. Donc, ils racontent des histoires. Et dans la foulée, ces deux-là vont dire aux journalistes que Chuck Rack pose des problèmes depuis des années. Il se fait régulièrement expulser de divers groupes ufologiques parce qu'il fait preuve d'instabilité mentale et d'une agressivité chronique qui est probablement due à son alcoolisme, parce qu'il est très alcoolique, le gars, hein. Donc, tous trois vont aller encore plus loin, les deux jumeaux et Foltz, parce qu'ils ont raconté ce qui s'est passé, qui a fait que il y a eu la remise en cause par ce Chuck Rack de l'abduction de 76. En fait, Charlie Foltz a été parti avec Jim Venner voir Jack et Mary dans le Vermont.
Et Chuck Crack, qui devait savoir qu'ils étaient là, a débarqué impromptu et ivre-mort. Et dans son idée, il avait un plan délirant qui devait rapporter 1 million de dollars. Donc leur a dit, on va raconter à la presse qu'on a été manipulé par le Muffin, par Fowler, l'hypnotiseur, Constantino. Et puis après, on va te raconter tout ça à la presse, et puis ça va s'arranger en dollars. Les autres, en entendant ça, lui ont dit mais ça va pas la tête. Il est devenu très agressif, donc ça s'est terminé par Chuck Crack, attrapé par le callback et à la porte terminé. Donc ils étaient vraiment fous furieux de cette histoire-là. Donc voilà ce qu'ils ont raconté aux journalistes. Et ils ont dit à Chuck Crack, on ne veut jamais plus avoir affaire à toi. L'autre, il n'a pas perdu son idée de vue. Il s'est brouillé avec les autres, tant pis. Et probablement pour se venger, il était raconté ses sornettes à la presse. Et puis il pensait avoir la monnaie. En fait, il n'a rien eu du tout. Enfin, en tout cas, cette petite chose a fait le bonheur des sceptiques de tout poil qui se sont frottés les mains. Mais ça n'a pas entaché pour autant cette histoire, parce qu'il y a une telle enquête qui a été faite par le Muffin, une enquête absolument exemplaire, extrêmement documentée, que ça s'est passé comme ça. Hein. Oui, en fait, ils ont réalisé un truc absolument incroyable. Ils ont tout vérifié. Les antécédents des témoins, les dossiers médicaux. Ils ont tous passé au détecteur de mensonges, ça je l'avais dit, et Chuck Crack aussi, d'ailleurs, qui ne semblait pas avoir menti avec l'instrument. Hein. Tous les tests ont révélé qu'ils disaient la vérité. Ils ont été entendus et cuisinés par des psychiatres. Ils ont eu des batteries de tests. Ils ont eu 15 séances d'hypnose chacun de 3 heures sur 14 mois. Tout a été analysé. Donc, bon, on ne pouvait pas faire mieux. Et Robert Fowler, Raymond Fowler, pardon, est persuadé que cette abduction, ce truc-là a eu lieu parce que les aliens s'intéressaient précisément à ces jumeaux identiques que sont Jack et Jim Venner. Comme les témoins étaient tous artistes, ils ont exécuté des croquis détaillés. D'ailleurs, vous voyez à l'image un dessin qui a été fait par Charles Fotz. Et ça va fournir tous ces dessins, parce qu'il y en a eu pléthore quand même, fournir nombre de renseignements à la communauté ufologique à propos de l'engin, leurs équipements, leurs appareils qu'ils utilisent pour examiner les gens. Hein. Et puis la tête des aliens, hein, tout simplement. Et à la suite de ça, il va y avoir un rapport final qui va être établi, qui fait 10 volumes et qui fait 700 pages. Donc c'est pas un truc à 2 balles. Hein. Donc ça a été mis à la disposition des ufologues. Ça va devenir la base d'un livre sur les abductions qui sera ultérieurement publié par Time Life. Et de son côté, Raymond Fowler écrira un livre sur ce cas de la Lagache. Voilà, donc c'est un cas très intéressant. Je dirais presque que c'est un cas d'école et c'est le cas de base. Mais il y a eu d'autres enlèvements de jumeaux, et de jumelles d'ailleurs, dont je vais vous parler maintenant. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a eu, et c'est toujours des jumeaux identiques, toujours. Hein. Alors ces jumelles, elles s'appellent Audrey et Debbie Ewins. Et les jumelles Ewins sont nées en 1973, et dès leur plus petite enfance, elles ont été abductées par différentes espèces extraterrestres, et il semble qu'elles le soient toujours à l'heure actuelle. Et au milieu des années 90, ça commençait à devenir pesant pour elles, parce qu'elles avaient des souvenirs conscients, pour la plupart, et ça les perturbait énormément. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont rapprochées du Muffin, qui a enquêté, qui les a écoutées, qui les a aidées. Et Kathleen Marden, qui est la directrice internationale du Muffin, a évoqué leur cas dans un livre intitulé The Alien Abduction Files. Voilà. Donc ces jumelles parfaitement identiques vivent aujourd'hui à Oxford dans l'État du Maine. Elles n'ont pas toujours vécu là, hein, puisqu'en fait elles sont nées dans l'Ohio, à Athènes. Et cette charmante bourgade, je vous le rappellerai quand même parce que c'est assez amusant, se trouve à 65 km au nord de Point Pleasant, là où il y avait le Mothman. Et à la fin des années 60. Hein. Et Athènes est environnée de vastes forêts où on a vu à plusieurs reprises des Bigfoot et autres cryptides, des créatures plutôt étranges. Et il y a une association paranormale britannique qui a classé cette ville comme dans le top 10 des villes les plus hantées du monde.
On ne pouvait trouver mieux pour aller vivre sa petite enfance. Et bon, on sait que tout ça en arrière-plan, il y a souvent un problème ufologique, il y a des ovnis, il y a tout ça. Donc, bah, c'est peut-être pas un hasard si elles sont fait abducter quand elles vivaient, les abductions ont commencé à ce moment-là, hein. Audrey dira que dès leur plus jeune âge, elles ont commencé à avoir des visites nocturnes en chambre. Elle dira: j'avais environ 5 ans. Une lumière bleue entrait dans la pièce et la porte s'ouvrait. Il y avait une sorte de lumière bleue brumeuse qui brillait dans toute la maison. 2 personnages entraient. Il y en avait un grand. Ils avaient des capes noires, étaient chauds et avaient de grands yeux. J'avais raconté, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelle, c'est Marie-Thérèse de Brosse qu'on avait parlé dans sa Bible, là. Euh, et c'était une Canadienne. Et il y avait ce qu'elle appelait le Méphisto, qui était redoutable et qui avait des pouvoirs affreux. Il avait toujours une cape, celui-là, et une cape avec un grand col. Je ne me souviens plus de son nom, là, dans l'instant. Bah là, apparemment, c'est le même modèle, hein. Donc, ces apparitions de créatures que les gamines ont surnommées les chauves étaient le plus souvent précédées de sons semblables à des bourdonnements d'abeilles. Et ces bourdonnements d'abeilles, cette femme dont je viens de parler, là, cette Canadienne, elle entendait des sons aussi de cette nature-là. Donc, à mon avis, c'est le même groupe, hein. Enfin, c'est la même espèce. Et puis, les jumelles ont constaté souvent la présence d'une sorte de brume un peu rougeoyante qui les terrifiait, et elles ont fini par refuser de dormir dans leur chambre, ce qui embêtait bien leurs parents, on peut s'en douter. Dès l'âge de 5 ans, elles ont commencé à dessiner sur leur petit cahier ce qu'elles voyaient. Dès qu'elles ont su écrire, elles ont commencé à prendre des notes. Alors évidemment, quand vous avez 7-8 ans, c'est pas un rapport d'ufologue, hein. En tout cas, c'était décousu, mais c'était précis. Voilà. C'est vers 11 ou 12 ans que les enlèvements ont réellement débuté. Les grilles vont les enlever presque toujours ensemble, à quelques rares exceptions. Et sur elles, bon, elles vont subir des tas d'examens. Enfin, c'est la routine, si je puis dire. Et il semble cependant que les grilles, contrairement à ce qui est arrivé aux jumeaux dont je parlais avant et aux autres, ont agi avec délicatesse avec elles. Peut-être parce que c'était des petites filles, hein. En tout cas, elles diront qu'elles n'ont jamais eu peur à ce moment-là. Elles ne les sentaient pas hostiles. Et en fait, elles vont se rendre compte qu'ils ne sont pas des terriens. Quand un jour, bah, elles vont, en regardant en bas, pendant qu'elles sont en train de s'élever vers le vaisseau, elles vont voir leur maison. Elles vont se dire, tiens, ça c'est bizarre, c'est là que ça a tilté, vous voyez. Et Audrey aura un jour le souvenir effrayant de s'être retrouvée seule à être abductée. Et là, elle va se retrouver dans une pièce assez étrange, à bord d'un vaisseau, et il va se passer quelque chose d'incroyable. Tout ce qui est autour d'elle, tout le décor va s'évanouir, va sembler fondre, vous savez, et plouf, plus rien, et elle est dans l'espace. Et depuis l'espace, eh bien, elle regarde la Terre. Elle voit la Terre de loin. Incroyable, ça. Ça m'en faire des choses. Et puis, un jour, elle dira aussi avoir été sauvée de la noyade par ces entités grises. Bon, à mon avis, ils avaient intérêt à pas la perdre, parce qu'elle doit être un sujet intéressant, parce que je pense pas que ce soit de la malveillance, hein, vu ce qu'ils sont capables de faire. Bon, enfin bon. Donc, la présence de ces êtres va devenir quasi quotidienne dans la vie des petites filles, et ensuite des adolescentes. Bah, elles vont s'habituer, c'est comme ça. Et Audrey soulignera que ces grilles avaient la capacité d'effacer les souvenirs. Comme elle le dira, certains d'entre eux semblaient avoir été ciblés. Il y en avait qui étaient vraiment, vraiment effacés, et puis il y en avait d'autres qui restaient. Voilà. Et c'est ainsi qu'elle se souviendra, tout comme sa jumelle, de certains épisodes de visites nocturnes qu'elles ont eu en commun. Voilà. Donc elles se souviennent des mêmes choses. Il y a des choses. Voilà. Debbie confiera pour sa part à l'ufologue américain Brent France qu'elle a été confrontée à de multiples espèces extraterrestres. Elle qualifiera certaines d'entre elles de positives, d'autres de négatives. Les 2 filles seront un jour confrontées à des autres entités lorsqu'elles quitteront l'Ohio pour aller vivre dans le Massachusetts. Et après les grilles, elles vont avoir d'autres spécimens qui sont pas du tout sympathiques, puisque ceux-là sont plutôt de type reptilien, hein. L'une d'elles, d'ailleurs, l'une de ces créatures reptiliennes n'a pas du tout laissé un bon souvenir à Debbie. Elle avait un peu l'apparence d'aigrie, mais sa peau était brunâtre et sa tête avait la particularité d'avoir la forme d'un cœur. Elle avait aussi des yeux géants en amande et proéminents. Et ce jour-là, ça s'est très mal passé. Et la pauvre gamine, enfin c'était une ado, non, peut-être encore une gamine, elle a cru vraiment que ça... Elle avait plus de 12 ans en tout cas. Que sa dernière heure était arrivée, que la chose allait la tuer. Elle et sa sœur vont un jour se retrouver dans un lieu souterrain.
Dans cet endroit lugubre, elles vont être violées par un humanoïde reptilien de taille imposante. Elles avoueront avoir été torturées et violées par d'autres entités de type reptilien à de multiples reprises et totalement dénuées de sentiments et de compassion. Ça rappelle un petit peu ce que j'avais raconté dans une vidéo sur Nurea concernant ce que disait le petit chaman Credo-Wutois, ce qui se passait dans les sous-sols africains. C'était des entités apparemment de ce type-là, hein. Donc il y en a apparemment aux États-Unis aussi. Donc elle va dire que ça faisait 1,80 m en moyenne de haut, ces petites saloperies-là. Et quand ça parlait, ça arrivait que ça parlait comme avec des voix de démons qu'on voit dans les films de science-fiction à la télé ou au cinéma. Et elle dirait que ces créatures étaient si terrifiantes qu'elle-même et sa jumelle n'en pouvaient plus, quoi. Et alors le plus souvent, elle portait des capes. Portait des capes, pratiquement, sauf à quelques exceptions près. Audrey Wins confiera à Kathleen Marden que lorsque ces créatures s'approchent de vous, on ressent une énergie négative épouvantable en même temps, et en même temps qu'elles aspirent votre énergie, on a l'impression d'être pompé. Et de nombreuses personnes abductées par ces créatures de cauchemar ont évoqué ce vol d'énergie par ces intelligences qui semblent se nourrir de ça. Et elles soulignent apparemment que leurs mets préférés sont les émotions assez négatives des humains. Ça, c'est pas la première fois que j'entends ça et je veux bien le croire. Voilà, parce qu'on les retrouve toujours dans des sales coups, des sales endroits, enfin bon, bref, au secours. Et Audrey fera état d'un épisode plutôt traumatisant qu'elle a vécu dans la soirée du 3 janvier 2007. À ce moment-là, elle est adulte, hein. Tout à coup, elle a plongé dans une angoisse qui n'a fait que croître. Elle a eu le sentiment que quelque chose allait se passer. Elle était certaine que des entités malfaisantes allaient se manifester. Et c'était le cas, hein. D'ailleurs, sa sœur était pareille. Elle savait quand ils allaient avoir de la visite, et ceci dès qu'elles étaient petites. Et durant cette soirée de l'hiver 2007, eh bien, Audrey a ressenti très fort que quelque chose allait se produire, quelque chose qu'elle redoutait plus que tout. Et soudain, sa conscience s'est brouillée et elle pense qu'à ce moment, elle a dû perdre connaissance. Toujours est-il qu'elle s'est réveillée allongée une fois de plus sur une de ces sinistres tables d'examen. Une créature était en train de la manipuler, et de manipuler très exactement son ovaire gauche. Et comme elle grattait tout ce qui se trouvait à l'intérieur, on comprendra que l'entité devait être en train de lui piquer tout bonnement ses ovaires. Et Audrey, ses ovules, pardon, pas ses ovaires. Et Audrey précisera que le vol s'est produit, ce type de chose s'est produit plus d'une fois. Et quand ça s'est produit, c'était toujours à la veille d'une pleine lune. Et elle a remarqué que c'était pas du tout un hasard, parce qu'elle pense qu'il y a eu peut-être une ovulation à ce moment-là. Ils étaient parfaitement au courant du timing. Voilà. En tout cas, la nuit de pleine lune ou la veille des pleines lunes, c'était pas bon pour elle. Elle expliquera encore des années plus tard qu'elle avait une sensation. Une nuit, elle a eu la sensation que son corps la picotait. Ça l'a réveillée en sursaut. Ses muscles, elle ne pouvait plus les contrôler. Ils étaient couverts de spasmes, mais d'un seul coup, paralysés. Seuls les yeux bougeaient. Et c'est là qu'elle a vu que la chambre était envahie d'une lumière claire et bleutée. C'est souvent du bleu quand c'est des gris. C'est rarement autre chose, hein. C'est assez récurrent. Elle a aussitôt compris qu'elle allait recevoir la visite de ces reptiliens. Il y a gris et reptilien, vous voyez, puisque le phénomène se produisait toujours avant qu'il n'apparaisse. Moi, il y a des gens qui sont venus me parler, qui étaient très hésitants pour me parler de leurs histoires, et très souvent, j'ai entendu cette lumière bleue qui surgissait dans la maison, dans la pièce. C'est pas du rouge, c'est du bleu, hein. Voilà. Donc cette lumière scintillait et se déplaçait. Ça ressemblait au reflet de l'eau d'une piscine sur un plafond. Et soudain, un humanoïde vêtu d'une cape a surgi au cœur de cette lumière bleutée. Il avait des grands yeux noirs en forme d'amande, une crête qui partait du front et qui partait en arrière. Ça ressemblait un peu à une crête d'iguane, dira-t-elle. Et de chaque côté de lui se tenait une créature plus petite, il y en avait une de chaque côté, et il semblait donner des ordres à ces petites créatures, qui étaient des grilles probablement. En tout cas, dans un réflexe de défense, Audrey a saisi à la gorge l'une d'entre elles, et c'est là que sa paralysie s'est arrêtée. Net!
Et là, elle a entendu des voix résonner dans sa tête. Elle a eu le sentiment que c'était des conversations télépathiques qui s'échangeaient entre le mec, le grand gris reptilien moche à crête à la cape et un autre gris. Et elle a entendu à un moment faire attention à la mer, sans avoir aucune idée de la signification que ça pouvait avoir. Elle n'a pas précisé, et ben moi j'ai une idée. Je pense elle était peut-être enceinte à ce moment-là, sans le savoir bien évidemment, donc il fallait pas trop la secouer, quoi. Voilà. En tout cas, Audrey, ce soir-là, réussira à échapper à l'emprise de ces êtres et à courir jusqu'à la porte de sa chambre. Lorsqu'elle va l'ouvrir, là, elle trouve dans le couloir du monde, une foule de gris. Et là, elle va sentir une brûlure atroce envahir son corps au point de lui faire perdre connaissance. Et sous hypnose, elle se verra en train de flotter au milieu de sa chambre avant de traverser un grand miroir qui se trouvait posé ou accroché au mur au-dessus d'une commode, un peu comme si ce miroir était une porte, un portail vers un autre plan dimensionnel. L'instant d'après, elle va se retrouver en train de flotter au-dessus de sa maison. Comme elle plane sur le dos, elle va constater que le ciel est rempli d'étoiles et d'un seul coup, elle va voir deux lumières orange et bleue qui vont se réunir au-dessus d'elle. Et quand elle va voir sa maison en regardant de côté, bah, ça s'éloigne, elle s'éloigne de sa maison, elle s'élève et la maison devient toute petite. Voilà. Et sans transition, parce que c'est toujours comme ça, pof, voilà qu'elle se retrouve dans une drôle de situation. Elle est dans un bocal, ce qu'elle appellera un cocon de verre. Elle est en train de flotter là-dedans, noyée dans un gel épais. Pourtant, elle n'éprouve pas de difficulté à respirer. Enfin, elle réalise c'est pas vraiment du gel, c'est une sorte de liquide fluide, éclair, visqueux, de gris verdâtre. Dans la pièce ronde où elle se trouve enfermée, dans cette sorte d'aquarium, elle va remarquer qu'il y en a d'autres cocons identiques aux siens, peut-être une demi-douzaine, et là-dedans, bah, il y a des êtres humains qui flottent et qui sont inconscients. Nombre de gris se déplacent autour de ces cocons, ils entrent, ils sortent par trois portes, ils poussent des fois des chariots comme des chariots d'hôpitaux, et à un moment, l'un des gris va réaliser qu'elle s'est réveillée. Donc sans trop savoir comment, bah, il va la faire replonger immédiatement dans l'inconscience. Et il va lui revenir en mémoire le souvenir de son réveil. Cette fois, elle est allongée sur une table en métal qui se trouve dans une pièce ronde. Elle va distinguer autour d'elle plusieurs créatures de diverses espèces, des gris, mais également d'autres entités étranges. Et parmi ces entités différentes de l'habitude, eh bien, il y a un nordique, un personnage parfaitement humain, aux cheveux blonds, dont les yeux, dira-t-elle, brillaient étrangement, un peu comme s'ils étaient lumineux. Et elle verra à plusieurs reprises entrer et sortir dans la pièce le reptilien à crête qu'elle a déjà rencontré dans sa chambre. Ça fait beaucoup pour elle, donc après avoir rassemblé ses pensées et ses forces, elle va sauter de la table d'examen et tenter de s'en échapper. Inutile de vous dire que ce sera peine perdue. Puis est-ce qu'elle va tomber immédiatement sur le sol? Mais tout à fait. Parce qu'il va lui arriver une drôle de chose, au lieu d'atteindre le sol, elle va rester 30 centimètres au-dessus. Voilà. Elle flotte 30 centimètres au-dessus du sol. Bizarre, hein? Et à ce moment-là, elle va se retrouver face à une créature d'aspect qu'elle qualifiera de répugnant. Son corps avait l'apparence d'un ver. Il avait une bouche un peu semblable à celui d'une espèce parasite. On peut penser à un acarien, vous savez, on a vu ça au microscope, c'est affreux. Elle va tendre la main vers cette créature et ça va sembler la blesser quand elle va la toucher. Et aussitôt, cette chose va s'éloigner d'elle. Et l'instant d'après, elle va se retrouver en train de flotter pour revenir sur la table, mais cette fois-ci, elle va se retrouver à plat ventre. Il y a un gros appareil qui va descendre vers elle, qui viendra adhérer à sa colonne vertébrale, et elle va sentir une sensation de brûlure qui ne cessera de monter et de descendre le long de son dos. Quand elle va demander télépathiquement au gris ce que c'est, ils vont lui répondre qu'ils sont en train de modifier ou d'activer son ADN, elle n'a pas très bien compris, et que ça va l'amener à une sorte d'illumination. En tout cas, à peine aura-t-elle reçu cette information qu'elle se retrouvera allongée sur le dos. Et c'est une machine qui a la forme d'une griffe qui va descendre vers elle et va en un éclair extraire un de ses yeux de son orbite. Clac. Tandis que la griffe ramène et maintient l'œil à l'extérieur, une sorte d'aiguille va s'approcher de son orbite, va plonger dedans. Étonnamment, elle ne va rien sentir, sinon une peur intense, mais quand elle va se réveiller le lendemain et les jours qui vont suivre, elle aura très très mal, une grosse inflammation de l'œil, on peut s'en douter, hein.
Voilà. Donc, suite à cela, ces tortionnaires vont l'emmener dans un autre espace qui lui fera penser à une salle de classe. Vous allez voir, c'est étonnant. Il y a plusieurs bureaux, comme dans une salle de classe. Il y a une sorte de tableau noir. Elle va trouver des humains avec lesquels elle va absolument pas échanger. Ils ont l'air complètement hébétés, qui sont debout, comme elle, devant le bureau. Et va arriver un personnage qui a l'air parfaitement humain. On dirait un professeur qui rejoint sa classe et qui se pose devant le tableau noir. Et il va leur dire que tout ce qu'ils ont besoin de savoir dort en eux et que toute cette information s'activera en cas de besoin et en temps voulu. Quand Audrey entend ça, elle va lui demander à quoi ça sert d'avoir une connaissance si on ne sait pas quand est-ce qu'on en aura la connaissance, hein, si on s'en souvient pas après les enlèvements, enfin c'est ridicule. Et le professeur, au lieu de répondre à sa question ou à son observation, à faire un commentaire, eh bien, il va répondre comme un robot, exactement la même phrase qu'il a prononcée. À mon avis, c'était peut-être pas autre chose qu'un robot, hein. En tout cas, Audrey commentera plus tard cet épisode, et ça, pour elle, ça suppose que les abductés semblent être programmés, et que cette programmation peut s'activer à un moment lambda qui a été décidé par les extraterrestres, et c'est probablement, ça suppose pour elle l'existence d'un objectif déterminé et planifié de la part de ceux qui viennent d'ailleurs et qui nous mettent, hélas, sous contrôle de plus en plus, hein, à mon avis. En tout cas, pour sa part, sa jumelle Déby dira préférer ne pas trop évoquer ces entités reptiliennes qui sont terrifiantes. Elle dira que certaines ont réussi à prendre le contrôle de son esprit de manière absolue durant 9 mois. Et elle révélera à ce moment-là qu'elle a été possédée par eux, comme on le serait par un démon. C'était une possession démoniaque, dira-t-elle. Après, ces reptiliens se sont manifestés d'autres êtres qui, comme par hasard, lui ont remonté le moral. Ils avaient l'air plus bienveillants, même si c'était pas la crème non plus. Enfin, c'était pas les reptiliens. Elle va se soumettre, elle aussi, à des séances de régression sous hypnose. Et lors de l'une d'elles, alors que l'enquêteur ufologue est là et qu'il y a des amis qui assistent à ça, elle est couchée sur un canapé, mais au lieu d'être du côté, d'être devant les gens et de regarder de leur côté, ben, elle regarde le dossier. Mais quand ça va être terminé et qu'elle va se retourner, tous vont pousser un hurlement, parce que ce qu'ils voient les effraie. Sa peau est devenue grise, mais gris foncé. Et elle va redevenir peu à peu à la normale. Est-ce qu'un gris pourrait se mélanger à un humain dans certains cas? Est-ce qu'on leur a mis dans la tête quelque chose parce qu'on est capable, quand on fait partie d'une certaine espèce, de faire prendre des vessies pour des lanternes aux humains? On ne sait pas. En tout cas, Audrey et sa sœur ont été mises sous hypnose. Ça n'a pas été facile non plus pour elles, si bien qu'elles ont voulu arrêter toutes les deux. Et comme le dira Audrey, certains souvenirs sont destinés à être oubliés. L'esprit humain est si fragile. Bah oui, je pense que c'est traumatisant. Et que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller y voir. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois que la porte de la mémoire est ouverte du fait des régressions sous hypnose, les souvenirs reviennent peu à peu. Et c'est ce qui leur est arrivé. Et puis, bah, ça va continuer. Déborah, après, dira avoir eu une communication, une connexion télépathique avec certains de ses ravisseurs. Elle va commencer à écrire des messages par le biais de l'écriture automatique, et ceci à partir du 10 décembre 2008. Le premier message qu'elle va recevoir est un peu surprenant puisqu'il dit 11. 11 est le nombre du voyage vers l'unité. Dormir. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et voilà que le message bah, est écrit en continu. Voilà. Oui, elle écrit en continu le même truc. Bon. Et vers le milieu de la soirée, bah, l'idée lui vient de s'allonger. Elle pense que ses interlocuteurs souhaitaient peut-être qu'elle s'endorme. Et puis, bah, c'était bien ça, puisqu'elle va recevoir un message distillé en boucle qui dit cette fois oui, 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 oui. Bon, lorsqu'elle est étendue sur son canapé, elle ferme les yeux, commence à se détendre. D'un seul coup, il y a un flash qui se produit, éblouissant comme celui d'un appareil photo. Elle ouvre les yeux et qu'est-ce qu'elle voit? L'écran de son ordinateur posé à côté d'elle, qui affiche en grand l'heure 11h11. On ne peut pas faire mieux. En tout cas, ça l'a troublée.
et en même temps, ça a excité sa curiosité et à ce moment-là, elle va recevoir un nouveau message en écriture automatique qui dit: «Je m'appelle Séfrel et tu ne seras plus jamais seule. En d'autres termes, je te colle au basque ma cocotte et je ne te lâcherai plus et même si j'ai l'air bienveillant, moi je me pose des questions après avec ce genre d'individu». Voilà. Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors effectivement, par la suite, cette intelligence continuera de lui délivrer ses messages au fil du temps. D'autres entités stellaires vont également se manifester. Debbie Owens communiquera également par le biais de la TCI. Alors ça, c'est sa sœur, hein, parce que là, on parlait... non, non, c'était elle, bien sûr. Et donc, elle continuera à travailler avec des postes de radio. Vous savez, la TCI, on met entre deux radios... enfin, deux ondes, ça fait des grésillements, puis des fois on entend des voix. Moi, j'ai fait une fois, j'ai entendu un truc, moi aussi. Bon, et ben elle va faire ça. C'est pas terrible, c'est mieux en écriture automatique, hein. Elle dira qu'elle est capable d'appeler des extraterrestres, ce qu'elle apprécie de faire en particulier lorsqu'elle est confrontée à des sceptiques. Et il n'est pas rare, dira-t-elle, que quand elle appelle ces intelligences et qu'elle se trouve avec un bouquet de sceptiques, parce qu'elle fait beaucoup de conférences et beaucoup d'ateliers, peut-être, je ne sais pas, eh bien, si on sort dehors, dira-t-elle, on ne verra pas qu'une fois des vaisseaux, des ovnis, et évidemment, quand c'est le cas devant des sceptiques, bah, ça leur coupe le sifflet, après ils ne doutent plus. Voilà. Elle dira aussi savoir canaliser des entités qui communiquent parfois par son canal avec d'autres personnes présentes. Donc, Séfrel communiquera par son biais avec des personnes qui sont dans une salle, qui assistent peut-être à une conférence. Bon, que penser de tout ça? Ces trucs-là, pour moi, c'est de la manipulation. Sont des programmes. Ils ne font pas, contrairement à ce qu'on pense, qu'étudier la reproduction humaine. Parce que sinon, ils sont un peu lourds à la détente depuis le temps qu'ils abductent les gens et qu'ils regardent toujours les mêmes trucs, hein. Je suis d'accord avec ce que dit le professeur David Jacobs. Ils enlèvent les gens, leur ADN les intéresse aux humains, hein, les jumeaux les intéressent, et tout simplement pour créer probablement des hybrides, qui existent peut-être déjà d'ailleurs. Enfin, moi j'ai entendu dire qu'ils n'étaient pas au point, mais peut-être que maintenant ça s'est arrangé. En tout cas, c'est très endémique et il n'y a jamais eu autant d'abductions à l'heure actuelle avec ces trucs-là. Alors, il y a encore d'autres jumelles. Alors, celles-ci, contrairement aux sœurs Ewings, vont rester nettement plus neutres. Elles ne souhaitent pas du tout de la publicité. Elles ont un simple blog sur Internet où elles ont raconté une fois vite fait leur histoire, sans rentrer dans le détail précis. Mais surtout, elles racontent, enfin, elles publient beaucoup d'informations sur les enlèvements, les ovnis et tout ça. Voilà. Et voilà, elles ont préféré conserver l'anonymat, elles se contentent d'animer ce blog, et puis c'est tout. Elles ont voulu rester discrètes pour qu'on ne puisse pas les identifier, et elles ont toujours refusé de divulguer leur identité. Elles ont simplement indiqué être nées dans un État du sud des États-Unis, plutôt rigoriste, où il était malvenu de parler d'ovnis, d'extraterrestres, d'avoir été éducatrices pendant plusieurs décennies, comme le faisait leur maman. Et d'ailleurs, elles diront que cette dernière leur a confié un jour avoir aperçu un ovni alors qu'elle était hospitalisée pour des problèmes de circulation des jambes, parce qu'elle avait des caillots dans les jambes, et c'était potentiellement mortel, donc elle est restée un petit moment à l'hôpital, puis un jour par la fenêtre, elle a vu un vaisseau. Et ça l'a complètement sidérée, elle l'a vu suffisamment près dans le détail pour qu'elle en fasse un croquis que voici. Et évidemment, pour cette femme, ça a été un grand moment d'émotion, puisque elle s'était jamais intéressée auparavant au sujet ovni. Pour tout dire, elle ne croyait nullement à l'existence de ces trucs-là. Et d'ailleurs, très longtemps, elle n'a pas parlé de ça, elle n'a pas parlé de cette observation. Elle avait peur, en fait, que si elle en parlait à quiconque, ça finisse par se savoir. Et à l'époque, quand on n'était pas dans la norme, apparemment, dans cet état du Sud, on finissait assez vite à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà, Motus et Bouche cousue. Leur papa aurait vu également un ovni. Et Elisabeth et Catherine, bon, évidemment, en ont vu. Ce sont des jumelles absolument identiques. Elles disent avoir vu des objets pratiquement toute leur vie, de différentes formes, du triangle au cylindre. Tous étaient de grande taille et lumineux. Ils se déplaçaient en silence et plus d'une fois, elles ont éprouvé la sensation que les engins les suivaient dans les déplacements. Et un jour, alors qu'elles n'étaient encore qu'adolescentes, elles ont vécu un épisode de temps manquant. Elles s'amusaient ce jour-là au bord d'un lac qui était proche de la maison familiale.
Et puis, elles sont rentrées et pour elles, la promenade n'avait pas duré très longtemps, mais en fait, ça a duré très longtemps. Et les parents étaient fous d'inquiétude et se demandaient s'il n'y avait pas eu un accident, si elles s'étaient pas noyées, si elles n'avaient pas été piquées par un serpent, parce qu'il y avait beaucoup dans le coin. Ils avaient cherché, ils n'avaient pas trouvé. Donc elles se sont fait gronder et en fait, elles n'ont pas été mordues par un serpent, mais Elisabeth a regardé machinalement ses pieds. Et qu'est-ce qu'elle a vu au niveau de sa cheville? Ben, une blessure qui saignait, juste au-dessus de sa cheville. Donc, étonnement total, parce qu'elle ne se souvient pas de cette blessée. Elles n'ont pas croisé de serpent, aucune ne s'en souvient, donc elles ne comprennent pas du tout à ce moment-là ce que c'est que cette blessure. Et alors, elles n'ont pas eu des expériences forcément communes, ces deux-là. Il semble d'ailleurs qu'Elisabeth était la jumelle qui a été le plus impactée par le problème, le contact. L'année de ses 8 ans, alors qu'elle faisait une promenade solitaire dans un bois proche dans la maison, parce que la maison était dans la forêt, hein, et ben elle a vu un petit être qui n'avait rien d'un humain, ça devait être probablement un petit gris. Et ce jour-là, elle a disparu plusieurs heures et elle n'a pas tout de suite réapparu aux grandes dames de ses parents. Elle évoquera au sujet de cet incident un épisode de temps manquant, mais on n'en saura pas plus. Une autre fois, elle dira qu'elle était à l'école, dans la classe, puis d'un seul coup est apparu, pouf, s'est matérialisé un être à la peau toute noire et toute ridée. Il y a quelqu'un qui l'a vu, en tout cas, elle était terrorisée. Et puis, il y a eu un troisième incident, alors qu'elle était encore à l'école, elle était adolescente, à peine sortie de l'enfance. Elle a vu d'un seul coup un gris qui avait la peau très claire et des grands yeux, qui portait une sorte de cagoule, qui va la transporter dans un endroit connu, où elle va voir elle aussi la Terre depuis l'espace. Il y a d'autres humains à bord du vaisseau. Elle va remarquer qu'il y a des drôles d'appareils qui ressemblent à des tapis roulants. C'est immense et ça se croise, les gens, les humains. À un moment, elle va se retrouver à un endroit où il y a comme une sorte d'incendie, enfin ça y ressemble. Il y a une petite fille qui est à proximité toute seule, elle va l'attraper pour la sauver, dira-t-elle, de cet étrange feu. Et c'est en prenant cette petite fille qu'elle va avoir la sensation que c'est la sienne, alors que c'est encore une préadolescente. Donc c'est assez curieux. En tout cas, quand elle va se retrouver chez elle, qu'elle va récapituler comme ça, hein, parce que c'est toujours comme ça qu'on revient, bah, elle va se retrouver allongée sur le sol et elle va aller se coucher, elle va regagner son lit. Mais quand elle va se réveiller demain matin, elle va tomber nez à nez avec sa poupée qui dort à côté d'elle et elle va se mettre à la battre avec violence, à vouloir la défigurer, parce que la poupée, quand elle la voit, n'a pas les yeux d'habitude, elle a des yeux de gris. Donc, ça l'a complètement traumatisée. Et une fois devenue adulte, elle dira avoir observé à diverses reprises des ovnis, et notamment dans une soirée d'avril où elle était assez impressionnée par un grand vaisseau, c'est en avril 96. Et elle circulait en voiture à ce moment-là sur une route isolée, elle longeait un champ bordé d'arbres et soudain elle a remarqué la présence d'un gigantesque triangle qui évoluait silencieusement. C'était dans un ciel noir, elle ne voyait que lui, il volait si bas au-dessus de la cime des arbres qu'elle a pu distinguer qu'il était surmonté d'un grand dôme. Sous la base de l'engin, il y avait des grandes lumières oranges qui lançaient ponctuellement des faisceaux à travers le sol, vous voyez. Et puis elle s'est garée sur le bas-côté, elle est sortie de sa voiture pour regarder. Et puis c'est passé lentement, ça a duré 30 secondes, une minute. Et bon, ça s'est arrêté là. Elle ne sait pas s'il y a une abduction après, parce qu'elle n'a pas trop cherché. Elle dira qu'elle a souvent du mal à s'endormir la nuit, elle a souvent des nuits blanches. De temps en temps, il y a des poltergeists dans sa maison, elle entend des voix qui parlent, elle voit danser des boules de feu ou des boules de lumière, puis ça plouf, ça disparaît très vite. Il lui arrive également que la salle de bain, la lumière de la salle de bain, bah, elle finit de se laver les dents, elle va se coucher, bah, ça se rallume tout seul. Donc elle est obligée de se le relever, parfois plusieurs fois. Voilà, puis ça va encore se rallumer. Alors ça se passe toujours, dira-t-elle, ce genre de phénomène quand elle est toute seule dans la maison, hein. Alors, elle dira aussi que des personnages dont elle ne donnera pas forcément la description apparaissent de temps à autre brusquement dans sa chambre. Tiens, il y a un poltergeist chez moi apparemment. Elle semble lui demander de la suivre, mais pour ce qui est des poltergeists, ça se produit en général lorsqu'elle se retrouve seule, comme je vous l'ai dit, chez elle, hein. Mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et elle aime pas trop ça, faut quand même le dire, hein. Donc elle répond dans ces cas-là systématiquement non quand elle sait que c'est une forme d'appel,
parce qu'elle voit pas forcément les créatures. Ça apparaît, ça disparaît, et elle leur dit, fichez-moi la paix, allez-vous-en. Et dans ces cas-là, ça finit par s'arrêter. Voilà. Enfin, c'est très éprouvant, parce que c'est tout le temps. Donc, elle a développé, elle, des capacités psychiques par rapport à sa jumelle. Et par exemple, avant qu'un incident désagréable se produise, par exemple, s'il y a une très mauvaise nouvelle qui va arriver, un accident ou quelque chose, elle a l'impression d'être surmontée d'un nuage noir qui est juste au-dessus de sa tête. Et là, elle dit ce qui va se passer et ça se passe. Et c'est comme ça qu'elle a annoncé un jour l'information de la mort de ses parents à son autre jumelle. Et donc, l'autre jumelle, Catherine, n'a pas vraiment communiqué sur ce qu'elle a vécu. Et elle, contrairement à Elisabeth, qui passe sa vie malade et qui, quand elle a écrit sur son blog ce qu'elle a écrit de leur vie, elle avait un cancer. Bah, je ne sais pas si elle est toujours vivante, mais par contre, Catherine n'a jamais été malade, comme la jumelle Elisabeth, qui a été, semble-t-il, très approchée. Voilà. Donc ça, ce ne sont pas des jumelles qui ont forcément vécu tout ensemble après l'enfance, apparemment. Ça change, il n'y en a qu'une qui est prise en compte, hein. Puis alors, il y a des jumeaux anonymes aussi, qui ont voulu rester anonymes, qui ont témoigné. Alors ça se passe dans la vallée de l'Hudson. J'avais fait un sujet là-dessus il y a pas longtemps, je ne sais plus sur quelle chaîne maintenant. Et la vallée de l'Hudson, combien de phénomènes y a-t-il eu, hein? Bon. Et en décembre 2003, donc c'est bien après la vague de phénomènes, donc on se trouve dans l'État de New York, hein, et le témoin circule en voiture avec des copains, dont son frère et son frère jumeau. Donc, il y a un ami, le cousin et le frère jumeau. Et ils partent à Middleton, qui est à 25 minutes de là, d'où ils sont partis. Et vers 19h15, ils vont apercevoir, alors qu'ils sont presque arrivés à Middleton, trois boules blanches qui se déplacent dans le ciel. Elles sont disposées de telle manière que ça forme trois points comme les pointes d'un triangle, et ça fait un triangle. Et le témoin qui est au volant va sortir de l'autoroute, parce qu'ils sont sur l'interstate à ce moment-là, et il dit, on va essayer de regarder depuis une colline où ça va, ce truc-là. Bon, ils arrivent à une vaste clairière, en haut d'une petite colline, et là, ils sont pas déçus, parce qu'au milieu de la clairière, qui est très vaste quand même, est posée une sphère blanche. Le témoin décide de ne pas aller plus loin, il reste à distance, tous descendent de voiture, et c'est alors que la sphère va sembler grossir. Tandis que terrifiés, les autres rejoignent la voiture en courant, le témoin préfère rester quelques secondes de plus pour voir ce qui va se produire. Et en fait, il a compris qu'elle ne grossissait pas, elle se rapprochait. Et elle va se rapprocher très près de la voiture. Terrifié, il va faire demi-tour, il va sauter dans son véhicule, ils vont filer, ils vont passer l'autoroute, ils vont retomber sur le triangle qui est toujours dans le secteur et qui va s'éloigner soudain à une vitesse vertigineuse. Et quand ils vont arriver peu après, du moins le pense-t-il, chez les parents du cousin, donc l'oncle et la tante, et ben ils vont se rendre compte qu'alors qu'ils pensent que ça a duré 20 minutes, l'histoire, 25 minutes tout au plus, et qu'ils auraient dû arriver vers 20h, ben ils arrivent vers 21h30. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, ils n'ont aucun souvenir de ce qui a pu se passer, mais il y a quand même un temps manquant d'à peu près 1h30. Et donc, le témoin dira avoir fait le rapprochement entre cet incident qu'il a fait et un rêve qu'il a fait 2 ans plus tôt, qui l'a marqué, puisque son jumeau avait fait un rêve la même nuit. Et donc, dans ce rêve, le témoin voyait marcher son jumeau pieds nus dans un couloir dont les murs semblaient lumineux et se diriger vers une étrange porte, une porte qui donnait sur une salle où une table se trouvait en son centre. Dans cette pièce, les murs émettaient une sorte de lumière un peu à tonalité violette. Son jumeau va se souvenir qu'il a rêvé cette même nuit-là, se trouver dans un grand vaisseau. Lorsqu'il a atterri, il a été emmené vers la porte du vaisseau par des humains qui portaient des uniformes militaires. Ceux-là l'ont remis à 2 hommes vêtus d'uniformes noirs. Et la dernière chose dont il se souviendra, avant de se réveiller, c'est d'avoir été emmené par ces hommes en uniforme sur le flanc d'une montagne. Et peu de temps après ce double rêve, les jumeaux et leur cousin Middleton vont découvrir un matin en se réveillant la présence de cicatrices particulières sur certains endroits de leur corps. Voilà, donc faut rechercher midi à 14h. Et pour terminer, on en vient aux jumeaux britanniques Philippe et Ronald Kinsella. Alors Philippe et Ronald Kinsella sont des jumeaux identiques qui sont nés en 69 dans l'Oxfordshire, donc ce sont des Britanniques.
L'ufologue anglais qui s'appelle Jenny Randles a relaté dans son livre Star Children le cas de ces deux jumeaux identiques qui se sont retrouvés confrontés à un petit être qui ne devait manifestement pas être de ce monde. Ça s'est passé un soir de 1978. Les deux jumeaux étaient en train de discuter de leur journée dans la cuisine de la maison où ils se trouvaient, qui était probablement celle des grands-parents. Il y avait également leur sœur Christine. Tout à coup, Ronald, l'un des jumeaux, va se mettre à avoir des propos incohérents. Il est bizarre, il dit que le sol tremble, qu'il évoque la mort prochaine de leur grand-mère. Bon, les deux autres le regardent, son jumeau et sa sœur, qu'est-ce qui lui prend? Il les bloque complètement. Et il va continuer en disant qu'il éprouve une sensation étrange, de curieuses vibrations, des tremblements qui parcourent son corps. Il a l'impression que le sol tremble sous ses pieds, alors que son jumeau Philippe et sa sœur Christine ne sentent strictement rien. Quelques secondes plus tard, son jumeau va ressentir à son tour ces mêmes surprenantes vibrations dans tout le corps. Les jumeaux les compareront plus tard à celles que produirait un puissant champ électrique. Et l'atmosphère de la maison est devenue soudain différente. Un silence profond et inhabituel y règne désormais. Tous se sentent désagréablement oppressés. À ce moment, le chien Benji, qui se trouve à leur côté, va se mettre à s'agiter, et inexplicablement, évidemment. Et par la porte grande ouverte de la cuisine, ils ont vu sur le vestibule d'entrée, puis sur la porte d'entrée de la maison, il va voir à travers cette porte qui est en verre transparent, vous savez, le verre dépoli comme dans les années 70, un immense éclair qui va éclairer l'intérieur de la maison qui s'est passé dehors. Donc un immense éclair qui va éblouir tout le monde d'ailleurs, et aussitôt un petit être va apparaître. Il a traversé le verre poli de la porte d'entrée comme s'il s'agissait d'un mur d'eau, c'est-à-dire pas aucune résistance. Sa silhouette est sombre, elle ne mesure pas plus d'1 mètre. Le vêtement qui le couvre entièrement semble être fait d'une sorte de cuir noir brillant. Sa tête est masquée, on ne peut pas voir ses traits, parce qu'il a un gros casque noir sur la tête, qui ressemble à un casque de moto, mais surdimensionné. En l'apercevant, le chien Benji est devenu comme enragé. Il va se calmer tout de suite, par contre. Il va courir se réfugier dans un coin de la cuisine, on ne l'entendra plus, sauf qu'il pousse des gémissements pendant un petit moment quand même. Et par la porte ouverte de la cuisine, les 3 enfants vont voir le petit être se précipiter dans un bureau qui se trouve au rez-de-chaussée, juste à côté. Il va ressortir presque aussitôt. Il va se déplacer comme à toute vitesse dans le vestibule. Il va effleurer un pot de fleurs. Donc, on va sentir que le bruit que l'effleurement des feuilles sur son costume, ça a fait un crissement, alors qu'il y a par ailleurs aucun son dans la maison, un silence de mort, si je puis dire. Et puis ils vont voir l'être monter au premier, comme un fou. Philippe Kinsella va prendre un couteau de cuisine, et puis il va se lancer à sa poursuite, suivi de son frère jumeau et de sa sœur. Et puis quand ils vont arriver en haut, il n'y a strictement rien, la chose s'est volatilisée. Par la suite, Philippe Kinsella dira avoir observé des ovnis et d'avoir eu le sentiment que l'être qui était masqué, déguisé, ça s'est déjà vu d'ailleurs, c'était un gris. Et comme cette histoire l'a durablement marqué, l'a plongé même dans la confusion, d'autant qu'ils ont vu une sphère, ils savaient que son jumeau avait déjà vu une sphère ovni à l'âge de 13 ans. Il va se documenter pour essayer d'en savoir plus. Devenu adulte, il va contacter un ufologue qui va mener l'enquête. Les jumeaux ne voudront pas que ça se sache. Ils garderont la chose confidentielle parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. Plus tard, comme ça les travaille quand même un petit peu, ils vont aller voir un groupe de contactés pour en savoir plus. Et ils vont révéler publiquement un peu plus tard ce qui leur est arrivé. Mais plus tard, hein. En 98, ils verront un objet en forme de pyramide se déplacer. Un autre en 2016, sont 3 orbes blancs, ça a été pris en photo, j'ai vu les photos. Comme elles ne sont pas extraordinaires, je ne les ai pas mises. Mais c'est surtout Philippe Kinsella qui va décider d'évoquer leur histoire et donner des interviews. En fait, il a écrit un livre et les interviews vont être données en 2022. C'est rare que son jumeau Ronald prenne la parole, il est beaucoup plus effacé celui-là. En tout cas, la presse britannique va en faire ses choux gras. Il va déclarer aussi avoir été abducté dans son appartement de Campston Beds durant l'hiver 89. Il venait de rentrer du travail, il se trouvait dans le salon en compagnie de Ronald, son jumeau. Et d'un seul coup, l'atmosphère est devenue statique. Il a senti les poils de son dos se hérisser. C'est à ce moment que Ronald, comme la fois de cette fois quand il était petit, a plongé dans une sorte de transe. Il s'est figé, il a fixé le plafond.
Dans la seconde, Philippe Kinsella s'est retrouvé nu, allongé sur la table dans une salle d'examen de vaisseau. Il faisait très chaud, il flottait une sorte de brume. En se tournant de côté droit, il a vu dans cette brume 3 reptiliens. Horrifié, il a découvert qu'il avait un instrument introduit dans le corps. Il a supplié les reptiliens de le retirer et il dira: j'étais absolument pétrifié. J'ai commencé à crier et hurler parce que je voulais qu'il m'enlève ça. Je voulais juste que cette chose sorte de moi parce que je sentais qu'elle était inhabituellement organique. Mais ces créatures, quelles qu'elles soient, n'ont fait preuve d'aucune compassion, d'aucun amour et d'aucune sympathie. Il y a un gris à ce moment-là qui a surgi. Il a fait en sorte d'enlever le dispositif placé à l'intérieur de lui qui s'est rétracté. Après, les sangs qu'il maintenait sur la table sont tombés d'elles-mêmes. C'est à ce moment-là qu'il a constaté que les reptiliens de haute taille avaient disparu. Le petit gris a ordonné par télépathie à Philippe Kinsella de se lever, de se rhabiller, et il l'a ramené dans sa chambre, jusque dans son lit. Et en se réveillant le lendemain matin, évidemment, il a trouvé des traces sur son corps, dont 3 marques sur son bras droit. Son frère, quant à lui, a découvert derrière son oreille droite 3 petites marques triangulaires. Durant plusieurs jours, il a signé abondamment du nez et les saignements de nez ont duré pendant 2 ans. Philippe Kinsella découvrira plus tard que son frère Ronald a déjà été abducté en 1982, donc bien avant lui, alors qu'ils avaient 13 ans et qu'ils dormaient dans la même chambre. Lorsque Ronald a été abducté, son frère Philippe dormait profondément et ne s'est pas réveillé. Les ravisseurs de Ronald étaient des gris d'assez grande taille, avec la peau très claire. Et Ronald dirait qu'ils avaient l'air, une apparence de stériles, comme des médecins, c'est-à-dire, voilà. On va l'informer télépathiquement qu'on a des examens à faire sur leur corps, c'est autoritaire. Ronald Kinsella dira qu'il n'a pas eu le sentiment qu'il était dangereux, mais il a même trouvé sympa. Certainement une bonne manip psychique pour que ça se passe bien. Sans transition, il a été extrait de son lit pour se retrouver assis dans un fauteuil. Derrière lui, il y avait le grand gris médecin. La salle d'examen était plongée dans le noir, donc c'était pas terrible. Et il avait 3 autres grilles dont il sentait la présence à ses côtés. À un moment, la salle s'est rallumée. Il a pu voir qu'il se trouvait dans une sorte de bloc opératoire où il y avait une sorte d'ambiance stérile. Le grand gris qui communiquait avec lui se tenait derrière le fauteuil, donc. Il était assis, portait des gants. Les 3 autres gris étaient face à lui, ils regardaient. Ils étaient plus hauts que des humains moyens, dira-t-il, et vêtus de combinaisons. Jamais ils n'ont communiqué avec lui, contrairement au gris médecin qui était derrière. Celui qui a exécuté la procédure semblait être le chef, celui qui est derrière le fauteuil. Il a travaillé au niveau de la tête de Ronald, dira-t-il, mais il ne sait pas ce qu'ils lui ont fait. Et simplement, il a entendu une voix dans sa tête qui lui dit: nous n'allons pas vous faire du mal. Ronald Kinsella s'est toujours demandé pourquoi il avait été enlevé lui ce jour-là et pas son jumeau Philippe qui dormait dans la même chambre. Quand son frère a été enlevé, apparemment c'était des gris d'une autre espèce, parce qu'il y a plusieurs espèces. Il dira encore, Ronald, ne pas avoir compris ce que lui voulaient ces médecins extraterrestres et déclara à un journaliste: je sais que ça peut sembler ridicule, mais il m'est venu à l'esprit que le fait que nous soyons identiques pourrait bien avoir attisé leur curiosité. Il s'est félicité en tout cas de n'avoir jamais plus eu affaire à ces médecins extraterrestres et d'avoir subi une procédure moins négative que ce que son frère a subi. Ça sera apparemment l'unique fois pour laquelle il sera abducté. Il reverra jamais qui que ce soit. Et c'est que bien plus tard, quand son jumeau commencera à parler de l'enlèvement, que lui-même se mettra à parler. Ronald Kinsella dira à une autre occasion qu'il est très frustrant de ne pouvoir rapporter la preuve formelle de ce qu'on vit dans une abduction. C'est difficile d'en parler. Et il dirait que finalement, c'est peut-être que ce que souhaitent les serial killers extraterrestres, hein, parce que ils sont, enfin, je les appelle comme ça parce que de temps en temps ils tuent, mais en tout cas les serial abducteurs. Et voilà. Et donc, voilà, il a des regrets. Mais il est différent, il prend pas les choses de la même façon, il est moins loquace. Et il est moins loquace que son frère Philippe, donc, qui en 2022 va déclarer à la presse britannique, après que son livre soit sorti, s'être posé de nombreuses questions au sujet des gris, qui abductent en masse les humains. Il a raison, parce qu'il n'y en a jamais eu autant d'abductions de masse par ces êtres-là. Pour lui, ils sont de nature trompeuse, ils n'attaquent absolument pas notre espèce, contrairement à ce que beaucoup croient. Et parce que, on croit, parce qu'ils tiennent comment dirais-je, des discours ufologiques, faites attention à votre planète, vous êtes méchants, oui, moi.
Si vous écoutez Braji Belovac, hein, vous allez voir où on les trouve généralement avec les loups-garous, les Bigfoot et tout ça, hein, dans des endroits pas très terribles. Donc, bon, voilà. En tout cas, ils sont pas là pour ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de David Jacobs. En tout cas, Kinsella va souligner cette capacité qu'ont ces intelligences de pénétrer dans la matière à bord de vaisseaux qui deviennent de toute évidence matériels quand ils rentrent dans notre plan et d'enlever des gens qu'ils vont entraîner en revanche sur des plans immatériels, en défiant évidemment toutes les lois de la physique terrestre, hein, toutes celles qui sont connues. Et tout ça, ça l'a amené à se demander si elle n'opérait pas à divers niveaux de réalité. Il a bien fait de se poser la question, moi je pense que oui. Et il va déclarer lors d'une interview, sérieusement, pouvez-vous dire que toute forme de contact est bénéfique à long terme? Eh bien, lui répondra certainement pas. Il n'en est pas du tout convaincu. Et moi, personnellement, je ne le suis pas non plus. Il se dira aussi sa conviction que les militaires et les élites sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur notre planète, notamment les Américains, mais qu'ils ne sont pas disposés à divulguer les aspects les plus effrayants du phénomène, de peur d'engendrer la panique. Cet homme est membre du National UFO Reporting Center britannique. Il a publié donc ce livre en 2021 où il explique sans détour comment la population est trompée pour ce qui est du sujet des ovnis et extraterrestres. Il pense que les gris et autres serial abducteurs, comme je les appelle maintenant, ne sont pas seulement intéressés par nos corps physiques, mais également par nos âmes. Et je pense que c'est vrai, puisque moi j'avais raconté il y a quelques années chez Nurea le cas de Linda Porter, qui était enlevée par des mentes religieuses, et celle-là faisait des transferts d'âmes. Certains les appellent les voleuses d'âmes d'ailleurs. Et on l'aura compris, le discours de cet homme est grave, je ne peux que le partager. Les grilles sont composées de toute une autre clique, hein. Il y a les nordiques, les beaux gosses, Oedicus, cours pseudo-spirituels, les insectoïdes. Dans le cas plus rare, des reptiliens, voire des dracos. Alors ça, c'est rarissime, les dracos, mais surtout des reptiliens. Et on en voit de plus en plus maintenant, à des endroits où on ne devrait pas les voir, parce que c'était plutôt en Afrique jusqu'ici. Donc je crois donc que notre humanité a du souci à se faire, que le danger pourrait bien être réel, car je ne trouve pas particulièrement, je recommence, car je ne trouve pas particulièrement rassurant que les militaires américains habituellement si cachetiers se mettent actuellement à nous divulguer des tas d'informations avec des petites vidéos tic-tac, qui sont d'habitude classées top secret, et pas que cela. Si, moi, je me pose des questions. S'ils en sont là, parce qu'ils n'ont aucune raison de le faire, quel est l'intérêt de faire ça, hein? Sinon de dire aux populations ça existe, bah oui, ça existe. Et à mon avis, s'ils disent que ça existe, c'est qu'il y a le feu au lac quelque part. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par les histoires de gris. Ils sont pas gentils avec nous et ils ne nous veulent pas du bien, malgré leurs beaux discours. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter là parce que j'ai mon petit cœur qui ne va pas. Voilà, je peux pas aller plus loin. En tout cas, je voulais vous remercier pour tout. Avant de vous quitter, je vais essayer de me reposer un petit peu et puis d'essayer de trouver un médecin parce qu'il n'y a pas de médecin ici. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.